Bonsoir. 100 jours après l'alerte de l'Organisation mondiale de la santé par les autorités chinoises devant des cas de pneumopathie inexpliqués. C'était le 1er janvier. La pandémie de Covid-19 touche aujourd'hui 184 pays avec 1 450 000 cas confirmés, 83 568 décès, mais aussi 308 000 personnes guéries. Les États-Unis sont le pays le plus touché au monde, avec 400 000 cas et déjà près de 13 000 morts. L'Europe reste l'épicentre de la pandémie, avec près de 700 000 cas et plus de 58 000 décès. L'Espagne, avec 14 555 décès, observe enfin un plateau. L'Italie, qui malheureusement déplore plus de 17 000 décès, observe enfin une lente, très lente régression de l'épidémie. Enfin, l'Allemagne ainsi que le Royaume-Uni sont en phase encore ascendante. En France, vous le savez, nous faisons tout, tous ensemble, pour éviter de saturer nos établissements de santé, pour soulager, soutenir tous nos professionnels de santé. Les données hospitalières de 1053 établissements de santé font état, depuis le début de l'épidémie, le 1er mars, de 60 000 personnes hospitalisées. Aujourd'hui, 30 375 personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection Covid-19. C'est encore un solde positif, 348 admissions de plus que la veille, et donc beaucoup plus d'arrivées, plus de 3 000 arrivées et plus de 2 000 personnes sorties. 7 148 cas graves, c'est un record absolu en France, nécessitent des soins lourds en réanimation ce soir. 34% des patients hospitalisés en réanimation sont âgés de moins de 60 ans, 61% ont entre 60 et 80 ans, mais nous notons aussi que 108 personnes hospitalisées sont des jeunes de moins de 30 ans et actuellement en réanimation. Au cours des dernières 24 heures, 482 nouveaux patients ont dû être admis en réanimation, c'est encore considérable. Le solde, qui représente la différence entre les personnes entrées et les personnes sorties, et donc le nombre total de patients à prendre en charge en plus, reste un solde positif, 17 patients ce soir en plus par rapport à hier. Cela correspond aux besoins supplémentaires de places dans les réanimations qui sont déjà quasiment à leur maximum. Je vous rappelle que nous avons doublé nos capacités nationales de réanimation. C'est un indicateur important qui permet de percevoir l'extrême tension dans les établissements de santé. Ce besoin de trouver de nouvelles places augmente de moins en moins rapidement. 59 places supplémentaires hier, 94 lundi, 140 dimanche, 176 samedi, mais cette tension reste toujours particulièrement forte. Dans les Outre-mer, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Martinique, Mayotte, 145 personnes sont hospitalisées, comme hier, et 44 en réanimation. Enfin, et c'est important, 21 254 personnes sont sorties guéries de l'hôpital. Ce chiffre continue d'augmenter jour après jour, et bien entendu, il faut y ajouter les dizaines de milliers de personnes guéries à la maison et qui n'ont pas eu besoin, fort heureusement, d'être hospitalisées. La surveillance syndromique en population nous montre la fréquentation des services d'urgence, 2706 passages hier, soit 13% de l'activité totale, avec, après un passage aux urgences, 41% d'hospitalisation et 3% d'admission directe en réanimation. L'activité de SOS médecins sur le territoire national est en baisse pour le Covid, 784 interventions contre 925 pour la journée de lundi. C'est 15% de l'activité totale de SOS médecins est donc en baisse. En ce qui concerne la situation dans les établissements sociaux et médico-sociaux, en raison d'un problème technique qui empêche momentanément l'accès à l'application qui recueille les données transmises par les établissements, Santé publique France, qui est en charge du recueil, n'est pas en mesure de nous fournir aujourd'hui un bilan actualisé de ces données qui concernent, comme vous le savez, les EHPAD et les établissements médico-sociaux. Le bilan des décès reprend donc ce soir la mortalité hospitalière,
7 632 décès sont à déplorer depuis le 1er mars. 82% des décès observés surviennent chez des personnes de plus de 70 ans. Nous avons 16 décès en Outre-mer, 10 en Guadeloupe, 4 en Martinique, 2 à Mayotte. Au cours des dernières 24 heures, c'est donc un total de 541 décès qui a été enregistré en milieu hospitalier. Concernant les établissements sociaux et médico-sociaux, et en particulier les EHPAD, nous déplorions hier 3237 décès. Ajoutés donc au bilan hospitalier, c'est 10 869 décès en France qui sont en lien avec l'épidémie. Mais je vous le rappelle, nous n'avons pas de chiffres actualisés de la mortalité enregistrée en EHPAD ce soir. L'INSEE ainsi que Santé publique France nous donnent des informations très précises sur la mortalité totale, celle qui survient en milieu hospitalier, celle qui survient dans les EHPAD et celle qui survient à la maison en ville. À l'échelon national, l'excès de mortalité atteint 31% en semaine 13 et émerge aussi petit à petit de plus en plus fortement sur la semaine 14, compte tenu du décalage de la remontée des données d'état civil, avec un excès de 27%. À l'échelon régional, l'excès de mortalité est observé dans 6 régions pour les semaines 13 et 14, Grand Est, Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France et Centre-Val de Loire. À l'échelon départemental, ce sont 33 départements qui ont un excès de mortalité en semaine 14 et déjà 32 lors de la semaine 13. 5 départements présentent un niveau d'excès exceptionnel, le Haut-Rhin, Paris, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine et le Val d'Oise. Selon Santé publique France, qui recense l'ensemble des tests pratiqués par PCR et confirmés, il y aurait ce soir 82 000 cas confirmés par PCR, soit 3 881 de plus qu'hier. Vous le constatez, la pandémie de Covid-19 est toujours très active dans notre pays. Nous sommes tous confrontés à une situation exceptionnelle qui s'inscrit durablement dans le temps. Après des semaines d'évolution, nous avons atteint un niveau totalement exceptionnel, inédit, de sollicitations hospitalières, des cas confirmés d'admission en réanimation à un niveau absolument inégalé dans l'histoire médicale française. La tension se relâche à peine dans certains services de réanimation de certaines régions, mais elle devient encore plus forte dans d'autres régions, et c'est le cas ce soir, par exemple, en Île-de-France. Nous devons donc tous être totalement mobilisés. En première ligne, vous le savez, nos professionnels de santé, les soignants, qui sont au plus près de nos malades et ont permis de les prendre en charge au mieux depuis le début de l'épidémie. En deuxième ligne, ceux qui permettent aux premiers de tenir la ligne de front, et en troisième ligne, toutes celles et tous ceux qui doivent respecter le confinement. Rester à la maison, c'est agir contre le virus. Selon certaines études de modélisation, une vie est sauvée toutes les 8 minutes en restant chez soi. Je réitère donc mon propos, sauver des vies, éviter des drames humains, restez, s'il vous plaît, chez vous. Nous devons rester totalement mobilisés, redoubler d'efforts pour trouver des places en réanimation, effectuer si besoin de nouvelles évacuations. Je vous rappelle que 600 malades graves ont déjà été effectués, afin d'assurer les meilleures conditions de prise en charge pour tous les malades. J'ai conscience qu'après 23 jours de confinement, rester éloigné de sa famille, de ses proches ou de son mode de vie habituel est un sacrifice. Et pourtant, je vous le demande encore, restez confinés pour garder l'épidémie sous contrôle. En restant chez vous, en respectant tous les gestes barrières, la distanciation physique minimale d'1 mètre, la réduction systématique et drastique des contacts, vous êtes nos armes les plus efficaces contre la propagation du virus. Même si vous avez l'impression d'être passif, vous êtes en réalité les acteurs majeurs de la lutte contre cette épidémie. Tous ensemble, nous avons freiné, nous freinons et nous freinerons encore cette pandémie meurtrière. Le ralentissement observé depuis quelques jours est lié à votre bon respect du confinement. Soyons donc forts et patients. Hier,
Vous m'avez interrogé sur des signes cutanés récemment rapportés comme possiblement associés au Covid-19. Il s'agissait principalement de lésions à type d'engelure et plus rarement d'érythème ou de rougeur du visage. Avant de conclure à une possible association avec la maladie Covid-19 et potentiellement à une conduite à tenir, la Société française de dermatologie organise actuellement le recensement et la documentation précise de ces cas observés en France en lien étroit avec les médecins généralistes. À ce jour, nous n'avons pas encore de preuves pour affirmer qu'il s'agit d'un signe cutané du Covid-19, mais vous le savez, nous apprenons chaque jour sur ce virus et sur cette maladie. Nous restons tous les jours à l'écoute des professionnels de santé qui nous contactent et nous leur permettons aussi de trouver des informations actualisées. Ainsi, je tiens à leur signaler qu'un nouvel espace de communication dédié leur est réservé pour tous les professionnels de santé sur le site du ministère de la Santé. Il y regroupe avec pédagogie toutes les doctrines et les pratiques à adopter. C'est un canal de communication indispensable, très important, et donc j'invite les professionnels à le visiter au plus vite et régulièrement, afin que nous menions ensemble un combat coordonné et efficace face à l'épidémie. Ce soir, je rends hommage aux soignants qui se battent depuis des semaines, heure après heure, malade après malade, et pour qui nous devons absolument tout faire pour alléger leur quotidien et réduire tous ensemble le poids inégalé de cette épidémie sans précédent. Je vous remercie. Une question pour CNews. Allez-vous reprendre les transferts de malades d'Île-de-France vers les autres régions, donc par TGV ou armée de l'air ? Alors, c'est une question importante puisque nous sommes très attentifs à la pression actuellement exercée sur les réanimations d'Île-de-France. L'Agence régionale de santé est en lien avec le centre de crise pour évaluer les besoins éventuels en évacuation. Si nous devons en faire, nous en ferons et nous en ferons rapidement. Et je tiens à rappeler aux Français que nous avons réussi, en cette période difficile, à évacuer plus de 600 patients par toutes les voies possibles, par voie routière, par le TGV médicalisé, par hélicoptère, par voie aérienne, civile et militaire, vers d'autres régions, vers des pays frontaliers, et que ces 600 évacuations sont aussi des évacuations sans précédent de malades graves, de malades lourds, de malades de réanimation, qui se sont parfaitement passées, bien déroulées, grâce à une mobilisation sans précédent de l'ensemble des équipes soignantes, et en particulier des équipes qui ont assuré le transfert. Plusieurs questions pour l'APM. Avez-vous le chiffre précis des décès en EHPAD parmi ceux en établissements médico-sociaux ? Alors, malheureusement, comme je vous l'indiquais, je n'ai pas les chiffres ce soir, mais effectivement, je pourrais vous donner la répartition entre les EHPAD et les établissements médico-sociaux. Ce que je peux vous dire, c'est que l'immense majorité des décès survient en EHPAD versus les établissements médico-sociaux qui, comme vous le savez, peuvent accueillir d'autres types de populations. Quand commenceront les tests en EHPAD touchés ? Alors, il y a déjà des tests depuis le début dans les EHPAD touchés, notamment, vous le savez, nous avons donné l'instruction que tout début de foyer suspect en EHPAD donne lieu à une investigation, et donc en particulier, il y a des instructions depuis longtemps pour qu'un foyer débutant dans une EHPAD puisse donner lieu à une investigation épidémiologique et surtout à des tests à la recherche du coronavirus. Confirmez-vous que des laboratoires d'analyse biologique commercialisent des tests sérologiques sans validation qualitative officielle et non remboursable? Et si oui, les autorités sanitaires comptent-elles y mettre un terme ou régulariser cette pratique? Alors, nous allons bien entendu procéder, comme à chaque arrivée de nouveaux tests, à la validation de ces tests. Il se trouve que ce sont forcément des nouveaux tests puisque les sérologies sont en cours de réalisation et de validation, et c'est donc bien normal. Il y a un gros travail actuellement effectué par l'Agence nationale de sécurité du médicament, par le ministère de la Santé, par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, pour qualifier ces tests en termes de fiabilité, en termes de sensibilité, en termes de spécificité, en termes de faisabilité. Il y a un lien très étroit aussi avec le Centre national de référence de ce virus, coronavirus, et donc nous aurons très rapidement une liste des tests homologués par les autorités sanitaires, homologués par le Centre national de référence, et les laboratoires, bien sûr, s'en empareront, et ensuite nous pourrons les mettre à disposition des Français. Question de RTL, plusieurs. En ce qui concerne les tests, combien ont été pratiqués ces 2 derniers jours sur des résidents et du personnel soignant d'EHPAD? Alors, je n'ai pas ce chiffre pour la simple raison qu'aujourd'hui, tous les prélèvements qui sont faits en ville, dans différentes circonstances, arrivent dans différents laboratoires, et vous savez que le ministère de la Santé a élargi l'accès aux laboratoires, puisqu'aujourd'hui,
Pour faciliter cette croissance du nombre de tests, et là on parle bien des tests PCR virologiques, de recherche du virus, on a ouvert l'accès à d'autres plateformes, à des laboratoires de recherche, à des laboratoires départementaux, à des laboratoires vétérinaires qui ont l'équipement, à des laboratoires de la police ou de la gendarmerie, donc qui viennent en soutien à toute l'organisation actuelle des laboratoires hospitaliers, des laboratoires de ville. Donc énormément de laboratoires sont mobilisés, les prélèvements peuvent être faits de façon très large sur l'ensemble du territoire, et donc nous n'avons pas aujourd'hui l'information du lieu où a été réalisé le prélèvement, mais si nous avons cette information, bien sûr nous vous la partagerons. Y a-t-il un objectif chiffré de tests en EHPAD ? Non, il n'y a pas d'objectif chiffré de tests en EHPAD. Je pense que l'objectif principal du ministre, et il était très clair, c'est que lorsqu'il y a une suspicion de cas dans un EHPAD, l'EHPAD puisse avoir une réponse rapide au niveau territorial, savoir à qui s'adresser, savoir quel hôpital est l'hôpital référent et savoir comment procéder pour avoir rapidement accès à ces tests. À quelle fréquence les soignants devront-ils se soumettre aux tests ? Alors, ça, c'est une question qui reste à trancher. La première question est de savoir si tous les soignants, et ça, c'est important, peuvent avoir accès aux tests lorsqu'ils se sentent malades. Et c'est évidemment une priorité, puisque vous savez que les soignants font partie des populations prioritaires. Ensuite, il y aura une deuxième question qui sera celle du test sérologique des soignants, pour que les soignants qui vont avoir à lutter pendant encore des semaines pour prendre en charge les malades, sachent s'ils sont séropositifs, c'est-à-dire qu'ils ont rencontré le virus et qu'ils sont immunisés, ou s'ils sont séronégatifs et qu'ils doivent être encore plus attentifs justement pour se protéger et éviter d'être contaminés. Question pour le Figaro. Il y a quelques jours, certaines ARS n'avaient toujours pas clairement donné de consignes strictes de confinement dans tous les EHPAD. Est-ce le cas aujourd'hui ? Est-ce que dans chaque EHPAD, les interactions sont aujourd'hui limitées au strict minimum ? Oui, vous savez que c'est un sujet compliqué qui a fait l'objet d'une saisine du Comité consultatif national d'éthique pour la simple raison que confiner des résidents dans des chambres peut parfois entraîner des effets secondaires graves pour des personnes qui ont besoin de contact, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'un aidant pour les faire marcher, qui ont besoin d'un proche pour les faire manger. Et donc cette réflexion, elle a certes été fortement incitée, les autorités ont dit qu'il valait mieux confiner en chambre, mais elle reste à la main non pas tellement de l'Agence régionale de santé, mais bien du directeur de l'établissement, de l'équipe, parce qu'on sait bien que pour certaines personnes âgées, le confinement peut être vraiment délétère. Et donc, on avait laissé à l'appréciation de certaines équipes et de certains directeurs la possibilité ou non de mettre justement ces résidents dans un confinement plus strict, parce que parfois, et c'est important d'en tenir compte, au niveau d'un individu, le confinement peut être extrêmement difficile à supporter. La doctrine, c'était dépister 3 résidents maximum. Est-ce que ça a déjà évolué ? Alors, ça, ce sont les propos du ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, pour vous expliquer quelle est la situation actuelle. Actuellement, et je vous l'ai montré dans le bilan que j'avais détaillé hier, il y a encore une majorité d'EHPAD qui n'ont pas de cas. Et donc, ces EHPAD qui n'ont pas de cas doivent vraiment renforcer au maximum leur protection, s'assurer que les résidents sont bien confinés et s'assurer que les professionnels qui interviennent ne sont pas malades. L'objectif du ministre a été très clair. S'il y a une suspicion de cas chez un résident ou chez un professionnel, il doit y avoir une investigation très rapide pour soit mettre le professionnel de côté, confiné à domicile et éviter qu'il contamine l'EHPAD, soit gérer l'isolement dans les meilleures conditions du résident. C'est ce qu'on l'on souhaite, c'est-à-dire que chaque EHPAD puisse avoir une réaction rapide, une connaissance du circuit de signalement, du circuit de prélèvement à l'échelon territorial pour être aidé, soutenu par une équipe hospitalière, mais surtout connaître la démarche pratique pour avoir accès aux tests. Une question pour CNN. Pouvez-vous faire un point sur la question de l'immunité collective ? Comment aborder le déconfinement si le taux d'infection de la population reste faible, aux alentours de 10-15%, comme semblent indiquer les premières études ? Vaste question internationale. Personne n'a la solution, même la Chine se pose cette question, puisque vous le savez, en Chine, la situation a été très hétérogène. La ville de Wuhan a été très touchée, la province du Hubei a été aussi touchée, et puis d'autres secteurs entiers du territoire chinois ont été beaucoup moins touchés. Donc cette notion d'immunité collective, d'abord, elle est peut-être théorique, dans le sens où on a l'expérience des autres virus, qui ne sont pas forcément les mêmes, et on sait, on l'a observé pour d'autres virus, pour que ce virus arrête sa circulation, il faut qu'il se retrouve confronté à une partie importante d'individus protégés, et tout simplement, les Français peuvent parfaitement le comprendre, quand on se retrouve infecté
et que la personne en face de vous est immunisée ou que la troisième personne que vous croisez est aussi immunisée, la possibilité du virus de se transmettre s'effondre. C'est tout simplement ça l'immunité collective, c'est la difficulté de la transmission d'un virus d'une personne à l'autre parce que beaucoup de personnes sont déjà immunisées. Soit naturellement, et c'est le cas notamment de certaines maladies pour lesquelles on s'immunise tout seul, soit par l'immunité vaccinale, et c'est pour ça que on a beaucoup insisté en France pour la vaccination obligatoire du nourrisson, pour que les nourrissons qui sont en collectivité soient immunisés collectivement et qu'il n'y ait plus de circulation, par exemple, de la rougeole. Donc on a peu d'informations sur l'immunité collective du coronavirus, puisque c'est un nouveau virus, mais effectivement, tous les pays se posent cette question du niveau d'immunité qu'il va falloir atteindre ou pas en fonction de la stratégie de déconfinement. Mais aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. Vous voyez qu'encore la vague épidémique continue de progresser en France. Donc c'est une réflexion internationale, c'est une réflexion scientifique, mais l'heure du déconfinement n'est pas venue. Une question pour VL Média. Pouvez-vous préciser le parcours de suivi effectué sur les personnes infectées, soignées et guéries qui rentrent à leur domicile, modalité, fréquence de contact, durée du suivi? Alors, c'est une question très complexe puisque les parcours sont tous individuels. Vous avez fort heureusement l'essentiel des malades qui restent à la maison et qui en quelques jours guérissent. Surtout quand les signes disparaissent, ils peuvent garder peut-être un peu de toux, une toux sèche, mais ils n'ont plus de fièvre, ils n'ont plus de douleur, ils n'ont plus de maux de tête, et donc ils sont guéris, et il n'y a vraiment aucune inquiétude à avoir pour eux. Il y a une situation un peu moins fréquente, qui est que chez certaines personnes, et c'est bien de le savoir, en fin de première semaine, on peut rapidement s'aggraver, avoir des difficultés à respirer, et là c'est une indication, et vous le savez, c'est dans les spots que nous diffusons, c'est une indication à appeler immédiatement le 15, le SAMU, parce qu'on a du mal à respirer et qu'on se sent en difficulté. Lorsqu'on fait un effort, il faut vraiment appeler rapidement le 15. Et puis il y a des personnes fragiles, très fragiles, malades chroniques, qui ont besoin d'une hospitalisation rapidement parce que vraiment leur état l'indique. Et donc cette hospitalisation peut se faire en médecine, elle peut se faire en réanimation parce qu'ils ont besoin d'assistance respiratoire. Et ensuite, le devenir d'un patient de réanimation peut être une sortie relativement rapide parce que la réanimation est courte, ou peut être une rééducation, une réadaptation longue parce que la réanimation a été particulièrement lourde et qu'il faut réapprendre à marcher, réapprendre à respirer tout seul avec un kiné. Et donc le retour à domicile se fait après ce long séjour hospitalier. 2 questions pour Médicite. La première, les mesures de confinement vont-elles être plus strictes lors du pic de l'épidémie? Alors, le confinement est déjà très strict et je tiens à remercier les Françaises et les Français qui, globalement, le respectent très bien. Il n'y a probablement pas de pic, et je pense que le terme n'est pas bon. On observe de pic nulle part, on observe un plateau dans certains pays, c'est le cas de l'Italie, c'est le cas de l'Espagne, c'est, je l'espère, le cas de la France dans les prochains jours, mais qui est un plateau à très haut niveau. Vous voyez que nous avons un nombre de cas exceptionnel en milieu hospitalier comme en réanimation, et c'est un plateau dynamique qui est observé, c'est-à-dire qu'il reste beaucoup de patients qui arrivent à l'hôpital. Le fait que ça ne monte plus est lié au fait qu'il y a autant de personnes qui rentrent à l'hôpital que de personnes qui en sortent. Mais la charge en soins, le nombre de patients à prendre en charge, reste totalement considérable pour les professionnels de santé. La Russie se dit prête à tester des vaccins sur les humains dès fin juin. Qu'en est-il de la France ? La France est très impliquée dans la recherche. Vous savez que nous avons énormément de protocoles d'essais thérapeutiques. Je crois que nous sommes un des pays au monde qui a le plus de protocoles en cours et de protocoles déposés, de protocoles en cours d'instruction. Donc merci à nos chercheurs d'être aussi actifs. C'est valable pour les essais thérapeutiques, c'est valable pour les essais vaccinaux. La seule chose qu'il faut bien comprendre, c'est que pour mettre au point un vaccin, et vous savez que nous avons des très bons chercheurs dans ce domaine, il faut d'abord un modèle, on va dire cellulaire, puis un modèle animal, puis un modèle humain. Et donc, il y a des étapes indispensables pour produire un vaccin, et c'est long pour valider le concept, pour tester ce vaccin chez l'animal et chez l'homme, et surtout pour ensuite, s'il est confirmé qu'il est efficace, le produire. C'était les dernières questions. Merci. Merci à vous. Merci, madame.